Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandiflora, émission sur l'été que l'on va appeler Inspiration pour vous donner des idées, pour partager des expériences que l'on a pu trouver un petit peu partout autour de nous de jardiniers qui ont transformé leur jardin et qui ont transformé leur jardin en y amenant des thèmes précis. Et aujourd'hui, on va parler bambou. On retrouve Marc qui va nous exposer toutes ces approches pour avoir un jardin absolument extraordinaire. On est à Fresnay-en-Ré. C'est au sud de la Loire-Atlantique, et sud-ouest de la Loire-Atlantique, un microclimat qui est intéressant, mais surtout voilà, une végétation extraordinaire. Suivez-moi. Marc, un grand merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Un choix aujourd'hui qui est orienté sur une plante, c'est le bambou. Il y a eu la passion du bambou depuis une trentaine d'années, et c'est ce que j'avais envie de transmettre à tous nos abonnés et toutes les personnes qui vont venir sur nos émissions, c'est de parler bambou, parce que le bambou, c'est une plante qui est fascinante, qui fait peur parce que beaucoup ont planté des bambous et se sont dit « Oh là là, comment je vais le contrôler, comment je vais le… » Donc voilà, j'avais envie de rencontrer un amateur qui est devenu un spécialiste, un passionné. Et donc voilà, on va échanger bambou, mais ça c'est dans un cadre qui est absolument magique, et j'ai envie également de découvrir le cadre. Donc on va parler des deux, on va parler bambou pour commencer, et puis à un moment donné comment le jardin a évolué, parce que c'est une petite pépite là qu'il faut venir visiter. On est dans la région de Pornic, dans cette côte en fait entre Pornic, Bourgneuf. J'ai envie de dire qu'on est au sud de la Bretagne. Oui, c'est le Marais breton. Le Marais breton qui est là, donc il y a énormément d'histoires. Mais commençons par l'histoire des bambous. Ça se passe derrière nous. Éventuellement un peu partout, mais plus particulièrement ici. Sachant que c'est un endroit ici qu'on a pu acquérir en 96, puisqu'on a commencé autour de la Longère avec 1,5 hectare. Et en 96, on a eu l'opportunité de rajouter 2,5 hectares où on a pu s'investir complètement. C'était vraiment une page blanche parce que c'était des prairies, et Dieu sait que j'aime les prairies, mais comme j'avais besoin d'intervenir, il a bien fallu quelque part les modifier. Pas vraiment, parce que le bambou, c'est une herbe. Donc en fait, je continue à me balader dans une prairie, même si je suis un peu comme la fourmi dans une prairie de Regrets d'Italie, vous voyez, même au niveau proportion. Donc je suis dans ma prairie réalisée depuis 96, avec toujours cette appréhension de la floraison qui peut survenir sans qu'on le devine forcément. Voilà. La floraison des bambous. La floraison des bambous, puisque… Qui veut dire que c'est la fin de la variété. C'est la fin de variété. Je pense que j'ai démontré dans le jardin que c'était pas forcément la fin des variétés, puisque des bambous, j'en ai plus de 100 variétés, et sachant qu'elles peuvent venir en fleurs, en moyenne, on me dit tous les 50-60 ans. Voilà. Mais en fait, pour avoir vu quelques variétés fleurir, aujourd'hui, je pense à part… peut-être le disticus que j'ai vu vraiment disparaître. Encore que non, parce que le panaché, je l'ai. Le pumilus, que je crois avoir… Et encore, là, j'ai un doute. Il me semble en avoir un petit bout. Et donc, je pense qu'on peut, malgré la floraison, vivre dans le stress un peu, mais avoir plein de bénéfices. Sur la partie gauche, il y avait 10 arbres. Vous voyez les chênes ici, là. Le bas pour que les gens gardent le lierre le long des arbres. Et il se trouve que ce lierre, il est mort, il a crevé il y a 2-3 ans. Et je dois reconnaître, ça m'a permis de découvrir un arbre plus joli quelque part. Mais en termes de biodiversité, surtout laisser… On est sur quelle variété? C'est l'Oreo sulcata, celui-ci? Non, pas du tout. Non. Alors là, c'est du bombisoïde leucrissa. Si je m'en occupais, il devrait être beaucoup plus beau. C'est pour ça que quand le chaume sort, c'est-à-dire le turion, c'est magique, quoi, hein. Au niveau de la couleur, c'est vraiment pour moi le pot de banane. D'accord. Et ça fait partie des filles de 50 ans. Et donc on a coupé les ormes. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter par la fraîcheur. Et puis naturellement en Chine, les plus gros bambous sont souvent sous des arbres. Hein. Parce que bon, j'ai des vivax. J'ai rien d'extraordinaire ici dans ce jardin, mais j'ai des vivax, ne serait-ce que par la profondeur de terre. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le principal à dire ici, c'est qu'on est vraiment sur de petits sols, hein, des sols à petite capacité. Donc on est plutôt à 10% d'argile, voire moins. Et Dieu sait si l'argile c'est important dans les sols, mais pour le bambou, c'est pas très bien si on dépasse certains. Non pas se disperse, mais se flocule. Hein, et se sépare, c'est pas bon au niveau des bambous. Puisque l'ennemi du bambou, c'est d'abord l'excès d'eau. Hein. Autant le bambou… Le bambou a une berge, a un environnement quand même humide.
Et en les faisant parler, ben, vous avez planté où? Ben, en bordure d'étang. Ben oui, mais si la lame d'eau monte l'hiver, même 3 semaines, ça suffit pour faire mourir. Donc la racine du bambou, toutes ces petites racines qui partent des rhizomes qui sont jamais profonds, toutes ces petites racines sont capables d'aller chercher les nutriments assez loin dans le sol. Mais il faut toujours une partie exondée sur une bonne partie du chevelu racinien pour pas que la plante asphyxie, quoi. D'accord. Donc là, un choix de variété qui s'installe comment en fait? C'est au bon gré des découvertes, des trouvailles, j'ai tout eu là, on pourrait aller voir, j'ai une allée de bambou là, qui fait 70 mètres. Alors là, je pense que là, c'est un endroit, à mon avis, intéressant, puisque souvent, on entend beaucoup parler d'un envahissement des bambous. Moi, c'est une chose que je comprends pas vraiment, puisque ça, c'est des bambous, vous voyez. Hein, là, il y a du... Ben, là aussi, c'est un bambusoïde, hein, c'est un vivax. Vivax vert. Là, hein. Vivax vert. Celui, il vient du Pouliguen, celui-là. D'accord. Et l'Oreosulcata, là-bas aussi. Un bambou cadavre. Là, je retrouve ma forme qui m'a fait faire l'erreur. Plus loin, là, un bambou intéressant, puisque c'est le Philostachys flexuosa. Le vert? Le vert, là. Ouais, d'accord. Alors, ce bambou, je le trouve intéressant parce qu'en fait, au niveau de la floraison, c'est lui qui m'a permis d'appréhender tout ce qui est floraison, puisque ce bambou, il y a 35-40 ans, ça fait 30-35 ans, dans la presse, tout le monde communiquait sur le bambou en disant oh, ben, les bambous, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. En fait, il y a 30 ans, les bambous dans la région, c'était il y avait le Metake japonica, il y a le Veridiclocescens, il y a le Fastuosa, et le Fastuosa, oui. C'est Semiraundinarios, hein, je crois. Oui. Et puis le Philostachys flexuosa. Or, le flexuosa, dans les années 90, hein, juste début des années 90, est tombé en fleurs. Et tout le monde pensait que les bambous étaient malades. En fait, c'était seulement la floraison. D'accord. D'accord. Alors, j'ai souvent dit, en fait, tous les bambous que j'avais flexuosa ont disparu dans le jardin. Et j'en avais mis chez mon voisin. Et c'est le seul endroit où il n'a pas fleuri. D'accord. Et donc, 10 ans après, je crois que je ne lui ai pas dit d'ailleurs, j'ai souvent dit, j'étais lui prendre une motte de flexuosa chez mon voisin, qui est ici, là. D'accord, c'est celle-là. Et voilà, et je suis très fier de mon massif de flexuosa. En plus, on dit que c'est un bambou qui supporte les embruns salés, c'est un bambou qui est vraiment qui pousse dans tous les sols. Bon, moi, je ne sais pas, il semblerait que ce soit le cas. D'accord. En tout cas, il est là et j'en suis très content de mon flexuosa. Alors, pousse dans tous les sols. J'ai l'impression quand même que tous les sols où sont les bambous sont surélevés un petit peu. Est-ce que c'est une recherche paysagère? Est-ce que c'est répondre à un besoin de contrôle, justement, parce qu'on est au-dessus de 50 cm? Alors voilà, moi, la solution avec laquelle je communique le plus, mais j'ai de la peine à me faire entendre, a priori, c'est que tous les bambous que vous voyez là, ils sont là depuis 30 ans. J'ai aucun rhizome qui déborde. La barrière interrhizome qui se doit d'être très costaud et tout ça, qu'on met dans le sol sans mesurer ce qui se passe dans le sol, moi je l'ai fait en surélévation du sol, sur un talus, avec des matériaux mais qui ont, je ne sais même plus ce qu'il y a derrière, hein. Ça peut être des plaques, ça peut être des tabliers de carrière de récupération. Jamais j'ai vu un rhizome sortir en plein air comme ça, malgré que ce n'est pas une barre... Voilà. Et donc, ça, c'est des bambous, le bambusoïde, là. Ça, c'est des bambous qui sont là depuis 97. Aucun problème. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je me bats quand on m'interpelle sur les bambous et l'envahissement. Je dis souvent aux gens, si vous avez accès dans votre jardin, si vous pouvez apporter de la terre et installer des bambous en surélévation, moi, je ne vois pas de problème d'envahissement. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est parce que le bambou, on dit toujours, c'est 50 cm de profondeur au niveau des rhizomes? Et est-ce que c'est parce qu'on y est, justement? Là, on est à 70 cm. On est à 70, exactement. Mais imaginez que là-bas, on est à 30 cm. Ouais. Et je ne comprends même pas moi-même comment se fait-il. Le côté, on a un fossé. Ouais. Alors, forcément, que si vous voulez mettre un lion en cage, il va sortir. Il faut un minimum de volume de terre pour qu'il ne s'évade pas. Alors moi, sans même de faire un barrage comme ça au niveau de la terre, moi j'ai l'expérience là plus loin. Autant là c'est pareil, hein, c'est des plaques que j'ai mis qui, après, on fait en sorte que ça soit esthétiquement correct, donc tout a été caché. Regardez là-bas, le talus, fait il y a 30 ans. C'est juste après là. J'ai du Nigra, Nigra punctata qui sont là depuis 30 ans. Ils sont arrivés en bas du talus, moi ils me font pas peur du tout. Hein.
Alors c'est ça, ils font pas peur du tout parce que en fait, vous ne les voyez pas traverser le petit chemin voilà. ou le... C'est ça. Voilà. Donc, Et c'est parce qu'on passe régulièrement, c'est assez... j'ai pas d'explication. Sinon qu'en face, il y a une concurrence avec des peupliers qui fait que... Voilà. Ouais. Là, vous avez... Regardez le bambusoïde qui est là depuis 30 ans. Ouais. À côté du Nigra. Le Nigra qui se plaît, là, par contre. Hein. Ouais. Hein. Ouais. Et lui, il m'embête, d'ailleurs, parce qu'il me fait... Cette année, pas fait un seul chaume. Hein. Ah, d'accord. Donc, voilà. Alors est-ce qu'il y a eu une densité à un moment donné parce que est-ce que le sol est trop compact? Parce que on le voit quand même souvent, quand c'est très très dense, bah, en fait... Non, je crois pas, c'est de la terre apportée de qualité pour moi. Ouais. Mais je pense que dans la mesure où vous plantez plein de choses, il y a des équilibres qui se créent, il y a des concurrences qui se créent, qui fait que chaque plante finit par comprendre que c'est là qu'elle doit être, mais qu'elle ne doit pas aller chez les voisins. Enfin, c'est mon ressenti. Hein. Ouais, intéressant. Et ici même, vous voyez, un Vivax. Je sais que Vivax est en très bonne condition, parce qu'il me fait des chaumes qui ne sont pas complètement ridicules. Elles sont magnifiques. Hein. Et bien, et lui, il me fait des chaumes régulièrement. Hein. À 5-6 cm de diamètre. Et bien là, malgré tout, vous voyez, il est là depuis 97. D'accord. Alors, puisqu'on parle de... Et il n'y a pas... Vous coupez régulièrement ou pas du tout, en fait? Très peu. Alors, l'intérêt l'intérêt des Philostachys, notamment quand on est sur des gros bambous, c'est-à-dire que même s'il devait se plaire dans un endroit, contrairement à un bambou moyen, il fera toujours que quelques chaumes. Donc on n'a pas cette pression, on n'a pas ce stress lié à l'envahissement, parce qu'on sait qu'en un quart d'heure, sur un bambou, un gros bambou, on va pouvoir les maîtriser en coupant cependant les chaumes, mais en plus en s'en servant pour plein d'utilisations possibles. Ouais. Moi, c'est un vécu, hein, je ne sais pas. Hein. Ouais. Mais parce que je vois beaucoup de jardins, alors là on est surélevé, là on ne l'est pas. Et je vois beaucoup de jardins où il y a, à un moment donné quand même, on voit Est-ce que ça veut dire parce que le jardin est arrosé, malgré tout, il y a une humidité qui fait que le rhizome s'installe bien et il a envie d'aller... Alors, oui, là, vous parlez parce que moi j'ai beaucoup lu sur les bambous et on voit bien les différentes versions. Certains prétendent que le bambou va être envahissant parce que là où il est pas bien, donc il va aller à la recherche d'endroits où il serait mieux. Oui. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, si vous nourrissez très bien votre bambou, il n'ira pas ailleurs. Oui. J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. D'accord. Moi, j'ai très peu apporté de fumure, sinon pas du tout. La seule fois où j'ai apporté un fumier notamment un fumier d'élevage de caille pour faire des œufs très riches en phosphore, bien sûr, enfin en azote surtout. Ouais. Et je l'ai apporté et en fait, il ne s'est rien passé. Ça n'a rien passé. Alors, j'ai pas trop compris. D'accord. Je sais que c'est une graminée donc qui aime l'azote, hein, donc j'ai pas tout compris. On peut voir un sulfurea qui est un bambou géant, qui est magnifique. Enfin, magnifique. Chez moi, ils sont pas tous... Là, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on traverse, jamais... Ah non, jamais c'est plutôt les racines de peuplier grisâtre qui viennent phagocyter. Là, j'ai un duda, vous voyez, ils sont en souffrance. Peut-être moins là, enfin, ils sont en souffrance. Là, j'ai un chêne vert qui est venu tout seul. Là, je sais pas, voilà, il y a des équipes qui se créent, mais lui, il en bave. Hein. Ouais. Et toujours un talus quand même. Est-ce que les talus, ça a été un souhait pour avoir une végétation qui soit... Alors, j'ai envie de dire qu'on est proche des marais, parce qu'on a le marais breton, comme on disait, qui est juste à côté, mais on n'est quand même pas dans une terre humide naturellement, il n'y a pas d'inondation ici. C'est très lié à ici, c'est un ancien chemin. D'accord. Voilà. Donc autrefois, tiens, là j'en profite, là, parce que moi j'adore les arbres. Ouais. Vous voyez bien que l'orme commun, il disparaîtra jamais. Parce que c'est pas possible qu'il ait survécu pendant 40 ans et qu'il disparaisse complètement lié à la graphiose de l'orme. Hein. Ouais. Ça me... Bon, on a dit qu'on parlait que de bambou. Hein, bon. On montrera le jardin en conclusion, parce qu'il y a vraiment des merveilles. Donc ça, c'était un chemin, ça, en fait. Voilà. D'accord. Un chemin creux, où je me suis légèrement investi pour que l'eau reste un peu plus longtemps. D'accord. Voilà un sulfurea philostachys qui est là depuis 96. Vous voyez que je ne me sens pas du tout envahi. Hein. Et alors, on le disait tout à l'heure, il y a un fossé quand même qui est au pied. Alors, est-ce que ça fait partie du contrôle de la plante? Est-ce qu'il est suffisamment surélevé, donc il n'est pas gêné au niveau de ses rhizomes? Il n'y a pas l'humidité qui remonte? Je veux dire que là, on est un peu dans le contexte... Là, la crainte ici, le fait du dénivelé, c'est plus le manque d'eau, malgré cela. Hein. Parce que là, vous voyez, là, des repousses d'orme. J'avais un orme là, qui, Dieu sait que l'orme a des racines traçantes.
Et l'orme, je l'ai supprimé l'année dernière pour ça. Je me suis dit, ça va faire plaisir à mon sulfuréa. Ouais. Vous voyez les cannes de sulfuréa, les nouvelles, on le voit bien. Hein, bah, j'allais dire, j'ai envie de me mettre à côté parce qu'on en voit une qui fait voilà, 10-15 mètres. Là. Ouais. Mais sauf que quand on est à côté, on n'accède pas aux grosses qui sont devant. Là, vous voyez, là, les couleurs cuivre un peu. Oui, là, oui, hein. oui. Ça, c'est celle de l'année, mais on peut y aller. Hein. Celle de l'année, ah oui, volontiers. Oh bah, dis donc, toi. Il y a besoin de fraîcheur. Ouais. Attention, parce que là, il va se secouer. Hein. Oui, c'est ça. Attention à la caméra. On en a partout. Pas mal, ça. Donc ça, c'est une pousse de l'année. Hein. Ah bah bien sûr. Oh là là. Celle-là. Là. Incroyable. Incroyable. Et, Ouais, elle fait 10 mètres, quoi. Ouais, enfin, rien que extraordinaire. Enfin, bon, oui, non, je veux dire, c'est ça. Ouais. Et puis cette petite strie verte. Ouais. Donc là, on a 4, 5. Ah ben cette année, là, voilà, 5-6 cannes ou 7. Celle-ci est en train de partir. Voilà, alors qu'il y a des jardins où, malgré tout, ils s'extériorisent beaucoup plus. Hein. Ouais. Donc moi, le vécu du sulfuréa que je n'ai qu'ici, il a un comportement de cespiteux pratiquement. Hein. Oui. Mais moi, c'est mon vécu, seulement. Ouais. Hein. Et donc, on peut dire que c'est 1 par la hauteur. Comment? 1 par la hauteur, le talus. Et puis le fait peut-être d'avoir un fossé qui fait qu'il y a une humidité. Et puis qui est reconnu, je m'intéresse au bambou et donc je vois bien que malgré tout, ça fait partie des Philostachys qui sont pas très envahissants. D'accord. Là, c'était une prairie avant. Là, c'était une prairie. Et alors, tout le monde s'accorde à dire, bon, c'est une terre de merde. D'accord. C'est-à-dire qu'on est, je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais très peu d'argile, terre de cendre, du schiste à 25 cm. D'accord. Hein. Donc moi, quand j'ai semé tous ces arbres, j'étais loin de penser, même si aujourd'hui je vois des arbres mourir, j'étais loin de penser qu'ils pourraient pousser autant. D'accord. Bon, le schiste, c'est des failles quand même, ce qui fait qu'il s'installe dans les failles. Ben, j'ai cru ça, sauf qu'à chaque tempête, quand j'ai vu tomber, j'ai vu que les racines, elles étaient toujours à courir sur le schiste. Ah, oui. Donc là encore, d'accord. J'ai souvent dit que c'était un terrain hydromorphe, mais ça ne doit pas être tout à fait ça. C'est un petit sol, petite capacité. Petite capacité, c'est-à-dire que ça retient, c'est vite saturé en eau l'hiver, mais ça ne retient pas très longtemps. Donc au niveau de la sécheresse, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. D'accord. Et comme j'ai planté très serré et que j'ai eu un très mauvais gestionnaire au niveau du bois, j'en ai pas retiré suffisamment. Donc aujourd'hui, j'en paye. Ben, je le paye parce que je vois des arbres disparaître, parce que sans doute j'en ai pas assez supprimé, quoi. Ouais. Enfin là, avec le soleil que l'on a, la vue avec l'organisation des branches, les ramures des plantes, c'est de toute beauté. Ah oui, alors donc sur 1,5 hectare, j'ai fait des plantations par îlot. Hein, j'avais des chênes pédonculés, chênes ciris. Là, j'ai fait un bois de chênes verts. Ils n'auraient pas dû pousser par rapport aux excès d'eau l'hiver, mais finalement ils ont poussé. Et ils crèvent par la sécheresse. J'ai des beaux chênes verts là-dedans qui sont morts par la sécheresse. Donc s'ils sont morts par la sécheresse, c'est qu'ils étaient quand même habitués à avoir un sol quand même avec une certaine humidité. Ils se sont installés et du coup, il y a eu un déséquilibre. Voilà. Et puis là, j'ai coupé encore là depuis 15 jours, je coupe 2 ou 3 chênes ou chênes verts. J'ai coupé des chênes verts. C'est très lié à l'environnement proche. Ouais. J'avais des Cupressociparis avec des chênes verts. Les chênes verts sont morts la plupart. Et les Caméociparis sont bien encore vivants. D'accord. Là, j'ai des chênes chevelus ou chênes ciris. Ces chênes qui poussent très vite. Alors, on arrive au bambou, rassurez-vous. Alors, moi, je suis catastrophé depuis 3 semaines parce que je me suis rendu compte que les chênes ciris, Dieu sait que j'en parlais en bon terme, puisque le chêne ciris, c'est le chêne de Lombardie, le chêne chevelu. Vient de Lombardie, on disait le réchauffement climatique, c'est un arbre qui pousse vite. Voilà la réponse. Et manque de peau. Je me suis rendu compte depuis 3 semaines que mes chênes ciris étaient en train de mourir, et pas que chez moi, parce que j'ai été voir un peu partout. Ils sont attaqués par la maladie de l'encre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Très connue chez le châtaignier. Voilà, on voit les pointes. C'est pour ça que je m'arrête là. Ouais. Et donc les chênes ciris, avec le stress hydrique de l'année dernière, j'ai des chênes ciris qui sont crevés, les feuilles tombent très rapidement. Et voilà. Quand on plante un chêne, c'est pas pour. Non. C'est en espérant qu'on meure avant, même si on avait du vieux. Mais là, je suis en train de couper des chênes que j'ai semés. Et ça, c'est pas plaisant du tout. Et ouais.
quelle écorce, hein, c'est comme une écorce magnifique. Je croyais que c'était que chez moi, parce que j'ai une petite terre, ils ont beaucoup morflé avec la sécheresse. Ouais. Et ben partout, même dans les bonnes terres, je Ouais. vois que... Ouais. vous avez vu ça déjà, non? Alors j'en ai vu alors à côté de la pépinière à Saint-Liphard, où là il y avait une plaque. Mais... Ah oui, mais j'en ai vu chez un voisin. Pouah. Épouvantable. Et là de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors bon, ils peuvent vivre longtemps avec cette maladie-là. Avec cette maladie, oui. Mais avec le stress... Ah ben ça m'a coupé le moral, hein, il y a quelques semaines. Je veux bien croire. Et donc en 3 semaines, là, c'est apparu. Bon, toi, non, en fait, je vois bien. Oui, c'est ça, c'est la découpe. Moi, il y a déjà 10-15 ans, je me disais qu'il y avait des gélivures. Ouais. Il y a eu un hiver très froid où les chênes ont refait du libère, peut-être, non, en dessous de l'écorce. Avec ça a entraîné des boursouflures sur certains arbres. Je croyais que c'était une gélivure. En fait, je sais encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lié à la gélivure ou si déjà la maladie était là. Parce que cette maladie, elle se traduit par une écorce qui se... Et les chênes chevelus qui ont une peau très, très fine, très lisse, on voit souvent moins de maladies que ceux qui ont une écorce comme ça. Là, je ne sais pas, hein, moi je suis dans la découverte, je voudrais qu'on me dise, mais bon, c'est quand même... c'était des glands en 96, donc ils ne sont pas trop mal débrouillés quand même. Carrément, hein, carrément. L'Oreosulcata... L'Oreosulcata, moi je l'appelle pas comme ça. L'Oreosulcata Oreocolis. Oreocolis. Oh, je me disais quelque chose qui va pas. Oreocolis. Il y a Spectabilis et l'Oreocolis. Et avec ces zigzags là. Hein. Oui, c'est ça. Et il y en a qui sont bien prononcés. Hein. Mais en fait, souvent les gens disent mais comment ils font? Je le dis parce que comment les bambous arrivent à faire ces zigzags là? Et bien, en fait, moi, les premières fois où j'ai observé ça, et que j'ai vu des bambous, le bambou il se laisse carrément tomber. D'accord. On a l'impression qu'il est cassé. Ouais. Puis en fait, le lendemain, il est remonté. D'accord. Hop, il retombe. Oh, et donc il fait pas. Moi, j'ai vu carrément la tête retomber et ils repartent et hop. C'est assez rigolo. Donc moi, quand je vois une allée comme ça, je me dis oh là là là. Voilà, ça c'est l'allée dont je suis la plus fier. J'imagine. Donc vous voyez bien que c'est pas le bambou en soi qui fait l'endroit sympa, c'est bien ensemble quoi. C'est bien ensemble, voilà. C'est clair. Mais ça se rejoint pas. Là où je passe, alors là, vous n'êtes pas sans cesse à couper. Je vais vous raconter là. Ces bambous ont été plantés en 96. Comme c'était un terrain que je disais hydromorphe, en tout cas qui était saturé d'eau, j'ai fait passer un coup de rigoleuse. Hein. Rigoleuse, c'est une petite tranchée, de façon à ce que l'excès d'eau parte rapidement. Ouais. Et donc ça c'est en 96 que de chaque côté, sur 6 mètres de large, j'ai installé des bambous. Donc j'ai voulu faire en sorte que ça se fasse rapidement. Je les ai installés sur des bâches plastiques que j'ai retirées au bout de 3-4 ans, une fois que le bambou était bien installé, ce qui m'a permis d'utiliser aucun désherbant. Et en fait, depuis 96, il n'y a que depuis 2 ou 3 ans où on les voit passer la petite rigoleuse là. Donc une sorte de noue en fait. Hein, voilà, mais je suis tellement attaché à un bambou que je fais l'erreur en ce moment de ne pas couper les quelques bambous qui sont sortis de cette tranchée. D'accord. Mais moi je peux vous assurer qu'ici, depuis 1 an, j'ai dû passer une demi-heure ou un quart d'heure à nettoyer le bout là-bas. Hein. D'accord. Donc moi je me sens malgré tout, je me sens pas envahi. Rien que ce petit fossé. Alors maintenant, je veux bien croire qu'il y a des visiteurs et que les bambous n'aiment pas le terrain tassé, mais j'ai quand même peu de visiteurs et ça ne justifie pas le fait qu'ils... Moi-même, je suis surpris. D'accord. Hein, bon, et alors donc, d'où est venue cette passion à planter des bambous? Ça a été quoi l'origine? Est-ce que c'était une fascination de chaume, de diversité C'est la passion des bambous m'est venue peut-être qu'étant gamin, mes parents avaient des bambous, ça avait du Metaque japonica de mémoire, et sans doute du Vericocescent. Et tous les soirs, c'était un dortoir pour les moineaux, au temps où il y avait encore beaucoup de moineaux. Hein, Et donc la passion des oiseaux notamment m'a amené à avoir un regard sur les bambous qui n'est pas celui notamment beaucoup de gens effectivement voient à travers le bambou une plante qui va pas dans le bon sens vis-à-vis de la biodiversité. Moi c'est pas mon avis, hein, puisque les seuls nids de merles ou même d'assenteurs mouchets, je les ai vus cette année encore dans les bambous. Alors Dieu sait qu'ailleurs ils pourraient nicher. Donc pour moi, le bambou, ça ne va pas à l'encontre de la biodiversité, bien au contraire. D'accord. Voilà. Et donc l'attrait pour les oiseaux notamment a fait que je me suis investi dans l'endroit en espérant
faire en sorte qu'un maximum de variétés d'oiseaux, voire même de mammifères, viennent s'installer dans l'endroit, puisque en dehors, voilà, parce que l'environnement en général fait que la biodiversité en prend un coup depuis déjà quelques dizaines d'années. D'accord. Voilà. Donc ça a été une raison en fait naturelle d'essayer d'avoir une faune qui vienne s'installer et qui se développe. Très bien. Et puis derrière, il y a eu l'envie de jouer avec les chaumes, les couleurs, les... Et vous voyez, là, on est à côté du Philostakis boreana. Je me souviens que tout gamin, la première fois que j'ai vu le film, j'ai souvent dit ça, le film Le Salaire de la peur avec Yves Montand et je ne sais plus, le monsieur. Et on voit avec leur chargement de dynamite, on les voit passer dans des bambous. Et je crois savoir, d'ailleurs, à l'époque, ça avait été, le film a été réalisé à Anduze. Ah oui? Oui, j'en suis presque certain. Bon, je dis des fois des bêtises, je suis pratiquement certain. Et moi, tout gamin, ça m'avait fasciné, quoi. D'accord. Voilà. Donc le boreana, c'est peut-être grâce au boreana que j'ai eu le goût de collectionner tout un tas de variétés. Excellent. Et qu'est-ce qui fascine dans le boreana? C'est quoi? C'est cette nuance de cette couleur panthère, là c'est un nigra. Là, vous avez le nigra boreana. Alors, vous voyez à côté, vous avez le nigra enonis. Non, juste un peu plus loin, là. Celui-ci. L'enonis qui est en train de disparaître, là, complètement par la floraison, qui reste ouvert. D'accord. Voilà. Et le nigra, vous avez aussi le nigra punctata, le bambou noir, qui est très connu, qui est exigeant au niveau de la culture. Donc principalement des Philostakis. Voilà. Un peu de semi-arundinaria. Oui. Là, vous voyez, un bambou qu'on voit très peu, dont on parle très peu, c'est le nidularia. Le nidularia. Bon, il faut le reconnaître, celui-là est court. Hein. Il est court. Ah, celui-là, partout où je l'ai mis, il est court. Il fait des choses. Oui. Mais il est magnifique. Il a un feuillage qui reste vert, même en plein été. Le bambou qui se met en sécurité, dès lors qu'on est sur des taux d'hygrométrie de 40, hein, souvent on dit le bambou est malade. Il se referme pour éviter le maximum de contact. Et le nidularia, bizarrement, enfin moi l'expérience que j'en ai, c'est que même quand il fait très chaud, très sec, il semblerait que ça ne dérange pas. Vous voyez la lumière là? Oui, c'est magique. Ça c'est sympa. C'est magique. Donc là, juste pour revenir sur la noue qui a été faite pour éviter qu'il se développe. Moi, j'appelle ça une noue, pardon. Et c'était comment? C'était l'expression? C'était. Pour moi, c'est un passage de rigoleuse. Rigoleuse, c'est l'outil qui permet, au niveau agricole, qui permet de drainer un drainage superficiel des terres en culture. Et donc là, il le colonise pas trop. Comment? Il le colonise pas trop. Enfin, il ne. Là, ça fait. Écoutez, depuis 96, il est là dans la. D'accord. Mais moi, je m'inquiète pas parce que. Surtout quand on est sur des bambous relativement gros, je sais que je vais maîtriser, malgré que ce soit un nidularia qui est quand même... Mais là, l'humilis, par exemple, mais on pourra le voir tout à l'heure, je l'ai à quelques mètres de la longère de la maison, il ne m'embête pas, bizarrement, sans que j'explique pourquoi. D'accord. L'humilis, dans certains endroits, et bon, il va être plus envahissant. Disons on ne met pas un lion dans une petite cage, là c'est pareil, d'entrée, il faut plutôt mettre la variété qui correspond à l'emplacement qu'on veut lui donner, quoi, forcément, c'est évidence. On est quand même sur une parcelle d'une belle dimension, donc entre guillemets, il n'y a pas de crainte. Si ça se développe, ça se développe. Dans les jardins modernes où on est quand même un petit peu plus restreint, on veut se cacher de vis-à-vis, est-ce que le Philostakis a encore sa place? Quel est le conseil justement? Est-ce que le conseil c'est de dire faites des noues, des rigoleuses de chaque côté pour éviter leur développement? Ça suffit, ça remplace la barrière anti-rhizome, parce qu'aujourd'hui on recommande la barrière anti-rhizome pour justement éviter ce développement. Est-ce que juste de créer cette structure moi, mon expérience à moi, j'éviterais de communiquer en disant que vous pouvez faire la même chose chez vous. Moi, je pense qu'il faut mieux créer un talus. Je pense que c'est quand même la solution idéale parce que de visu, on voit ce qui se passe sans être inquiété de ce qui peut passer en dessous dès lors que vous avez surélevé le terrain. L'idéal, c'est de 60 cm. Mais vous pouvez ramener, si vous avez un grand terrain, si vous avez des relations avec des agriculteurs, vous ramenez quelques remorques de 10 mètres cubes dans votre jardin et c'est un petit peu de boulot au début, mais après vous êtes tranquille. Et puis en plus de voir les turions sortir plus proche de votre regard, c'est comme les arbres qui sont plantés dans des... on les apprécie beaucoup plus. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la recommandation.
d'aller sur les Fargesia, la mode pour aller sur du bambou que l'on dit spécieux, non traçant, et développement certes moins haut, c'est des plantes plus petites. Bon. Bah, le côté occultant du Fargesia est évident que c'est intéressant. C'est un bambou qui, le fait qu'il justement il n'ait pas de rhizome, il faut le planter à condition effectivement de répondre à ses exigences en termes d'irrigation, hein, puisque le Fargesia en Chine, il a plus de 300 jours, il a 300 jours d'eau, je crois, dans l'année. Nous à Nantes, on est à 168 jours d'eau en année normale. Ouais. Donc, si vous faites le choix de planter un Fargesia, il faudra être à la hauteur de ces exigences, qui ne sont pas les mêmes d'un rhizomateux. Rhizomateux, c'est un mot que j'invente peut-être. Voilà, chaque plante ses exigences. Après, à chacun de se responsabiliser sur ce qu'il va planter. Hein. Ben là, j'ai du Nuda. Alors, un Nuda qui, je pense, est recherché au niveau... Monsieur Herriot qui me l'avait vendu donc à l'époque. Il connaissait un restaurateur, il voulait voir que par le Nuda. Ah oui. Parce qu'au niveau du Turion, pour lui, ils étaient le meilleur. Voilà. Puisqu'on le sait bien, hein, les bambous sont tous comestibles. Enfin, ils sont tous comestibles, mais ils sont plus ou moins goûteux, on va dire, puisqu'ils sont plus ou moins bons malgré tout. Voilà. Mais là-dessus, on a beaucoup de choses à apprendre parce que. Ils sont tous comestibles, ça, je ne savais pas qu'ils étaient. Ils sont plus. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de Turion dangereux, mais il y en a qui sont plus appréciés que d'autres. Ouais. Là encore, je dis peut-être des bêtises. Non, mais c'est intéressant. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on dit, que c'est la partie pleine de glucides, en fait, sucrée. Oh, il y a du varié, du panaché. C'est un pseudo sasa. Où ça donc? Là. Ça, c'est un Shiroshima. C'est un Shiroshima. D'accord. Un Shiroshima, magnifique bambou, très résistant. Que j'ai de la peine, moi, à diviser, à reproduire, parce que je connaissais des bambous, mais j'ai beaucoup de peine à les. D'accord. Voilà. Bah là, on est sur le bambou occultant qu'on voit souvent. Hein. C'est on l'appelait Kagamiana. En fait, maintenant, on l'a rebaptisé Makinoi. Mm-hmm. C'est un bambou qui peut être taillé, hein, puisque en fait, on peut avoir dans le jardin à peu près tous les bambous dès lors qu'on les taille sur le chaume de l'année, hein, quand le chaume a atteint sa hauteur maximum. Vous le taillez à ce moment-là quand les feuilles se développent. Ça entraîne souvent une profusion de feuillage en dessous de la coupe et qui fait que le côté occultant se voit augmenter. Oui, typique là, du Kagamiana. D'accord. Un bambou qui est magnifique. Quand je suis là, j'aime bien montrer mon Quadrangularis. Il n'a rien d'extraordinaire, mais j'aime bien le montrer quand même. Voilà. Vous voyez ce feuillage là, magnifique. Quadrangularis, vous voyez là, en fait, il a 4 côtés. Bon, vous connaissez le Quadrangularis. Oui. Ça fait partie des bambous qui gèlent à -11 et il se trouve que les turions sortent au mois de novembre. Donc forcément, il faut le savoir. Oui. Hein. Mais c'est un très beau bambou. Là, il n'est pas mis en valeur parce qu'il est mélangé avec... voilà l'exemple aussi d'un bambou intéressant parce que, regardez, ça c'est le violacence. Ah oui, un bambou que j'ai vu sur certaines vidéos comme étant hyper envahissant. Ben, vous voyez, moi j'en ai un qui est plutôt envahissant dans un certain endroit dans le jardin, alors qu'ici, zéro patate, quoi. Hein. D'accord. Il est tout le temps en souffrance. D'ailleurs, c'est quand ils sont en souffrance qu'ils sont les plus beaux, parce qu'en fait, le panachage là, des chaumes s'extériorise au maximum quand il est en train de mourir. D'accord. Voilà. D'accord. Parce qu'autrement, on le voit. Oui, on le voit, effectivement, là-bas, on voit, et c'est magnifique. Oui. C'est quand même un très beau bambou. J'ai vu certains en dire du mal. Moi, j'ai de la peine à en dire du mal. Mais bon. Comme quoi, le vécu... Oui. Est-ce qu'il y a une recherche dans la plantation d'essayer quand même de faire en sorte que les chaumes se contrastent C'est beaucoup dire, parce que moi, quand je me suis lancé en 96, moi, la seule fois où j'étais en Duse, j'allais là-bas pour voir plein de variétés de bambous. J'en suis revenu un peu déçu. J'ai vu des gros bambous, certes, mais on n'avait pas accès à toutes les variétés. Ouais. Donc, quand j'ai créé ça, en fait, je m'étais renseigné beaucoup sur les bouquins, mais sans savoir entre ce qu'on lit sur les bouquins, puis ce qu'on fait ou à faire. Moi, si je m'étais fié aux analyses de sol que je fais sur le terrain ici, j'aurais même pas planté de chêne de Quercus palustris, des chênes des marais qui poussent que dans les bons sols. Et ben là, dans mon sol de merde, j'ai des Quercus palustris qui sont magnifiques. Donc, il faut s'informer, mais créer son expérience en faisant dès le départ le maximum pour éviter de faire les grosses conneries.
Je vois des petits bambous qui sont des bambous Il y a rien de plutôt... Hiroshima, là. Ah oui. Pardon. Tessellata, magnifique bambou. Avec des feuilles de 50 cm de long. Qui pousse pas très haut celui-là. Hein. Non, non, ben, il va pousser 1,50 m. Ouais. Ouais. Nigra punctata. Disposition. Alors, la floraison du bambou, on n'a pas parlé, mais on peut en parler. Ce que je tiens à dire quand même, c'est que quand vous avez un bambou qui fleurit et qui disparaît, quoi qu'on fasse, il faut savoir que si vous êtes un peu patient, l'importance des rhizomes dans le sol, des bambous qui disparaissent suite à une floraison, fait qu'au bout de 2 ou 3 ans, vous allez mettre des plantes. Non, c'est pas ça. Les plantes que vous allez mettre, ça va exploser. Ah oui. Le relargage des rhizomes dans le sol, en termes de structure, moi c'est mon expérience que j'ai eue dans certains endroits. La dégradation des rhizomes, qui sont forcément nombreux dans le sol, enrichissent le sol de façon, à mon avis, extraordinaire. D'accord. Et les plantes diverses que vous allez mettre après, vous allez voir, ça va être super. Ah oui. C'est mon expérience, encore je le dis. Hein, c'est passionnant. Voilà, hein. Je vais aller observer parce que je crois qu'il y a il y a la carrière Miséry là, à Nantes, où ils ont fait ce jardin avec la grande cascade. Ah oui, oui. Je suis passé il y a 2 mois et les bambous étaient en fleurs. Je suis pas, fleurs. ouais. Je suis pas retourné voir pour m'assurer, mais je suis sûr que c'était. Donc c'est intéressant parce que ça va être d'analyser l'évolution déjà et puis de voir si derrière. Tout ça, sachant que la floraison, on peut en avoir peur si elle est grégaire, mais heureusement, beaucoup de floraisons, l'Auréa sulcata, voire même certains nigras, on a des floraisons partielles qui fait que ça ne met pas en péril la plante. Ah d'accord. Heureusement. Ok. Heureusement. Ah, c'est peut-être ça. Je retourne voir. L'humilis, par exemple, j'ai quelques cannes couvertes de graines. D'accord. Hein, et je suis assez confiant. Hein, j'ai l'impression que ça ne va pas prendre plus d'extension. Donc après, je vois que le jardin, parlons un peu du jardin, il est organisé, bien entendu, pour avoir des visiteurs. Je vois qu'il y a des bandes qui sont tondues pour... c'est juste pour emmener... Voilà. Donc les gens qui viennent là, souvent, on va le voir plus loin, disent « Ah, votre pelouse, comment vous avez fait ?» C'est très simple, j'ai rien fait. J'ai toujours tondu ras. Alors là, ça va complètement à l'inverse aussi ce qu'on voit. Ouais. J'ai toujours tondu ras et on sait bien que normalement, il faut tondre à 8 cm. Mais ça, c'est à mon avis vrai pour les gens qui veulent une pelouse à base de graminées. Mais c'est aussi ceux qui acceptent de mettre graminées, ça veut dire azote, ça veut dire... voilà. Moi, j'ai tondu ras avec l'espoir de mettre plus en valeur les zones très naturelles qui entourent ce gazon tondu ras. Et sans même le faire exprès, en tendant ras, j'ai fait venir des plantes. Tiens, cette-ci, là. Hein, mais vous connaissez ça, là. Mettez, hop, ça, là. C'est de la menthe. C'est de la menthe, oui. La menthe, et puis de la camomille, de la matricaire. Et la camomille qui est là. Voilà. Alors là, on est à un stade où je laisse pousser, parce qu'il y a une petite floraison sympa. Mais au printemps, quand c'est tondu ras, ça fait les gens d'ailleurs qui viennent, est-ce qu'on peut se mettre pieds nus, quoi. C'est un coussin, oui. Alors plus loin, c'est dufteux, ça c'est magnifique, ça. Juste de parler un tout petit peu de ce que vous avez fait, ce petit pont. Alors c'est un barrage en fait, c'est pas un pont, c'est un barrage. C'est retenir l'eau par endroits sur des petits volumes et puis installer des plantes qui se plaisent à l'ombre avec une hygrométrie qui leur convienne, quoi. Excellent. Voilà le pumilis. Le pumilis. Alors c'est intéressant parce que l'année dernière, j'ai souffert, j'ai stressé toute l'année, tout le temps, par la sécheresse. Ça m'a amené à couper des bambous dès le mois d'octobre-novembre en me disant je vais avoir tellement de boulot que dès l'automne, j'ai coupé des masses de bambous énormes, notamment des bambous moyens parce qu'on voyait qu'ils ne seraient jamais beaux. J'ai tout coupé et l'anecdote c'est que l'année dernière, et on a eu un mois de novembre très humide, une période chaude. Et donc, tous ces bambous que j'avais coupés, mais complètement, la période humide et chaude fait qu'il y a eu des nouveaux turions qui sont sortis. Sauf que quelques semaines après, on a eu un -5. Tout a disparu. 5 décembre. Donc, tout l'hiver, j'étais un peu inquiet en me disant est-ce qu'il reste encore des yeux là des yeux, il en restait beaucoup. Et vous voyez, ça c'est un Quino, hein, Quino elegantissimus là. Et là, tout était mort. Pour moi, à mes yeux, tout était mort. J'ai tout coupé. Et c'est presque une chance, parce que maintenant, ils repartent. Et alors, je découvre qu'ils repartent avec des feuilles qui sont très peu panachées. Et je suis certain que plus tard, ils vont l'être complètement, quoi. Complètement panachées ou complètement... Voilà, qui vont ressembler à la plante. À ça, quoi. C'est la même plante. C'est la même plante.
Et là, on est à côté, voilà. Là, c'est le Philostachys nuda. Ouais. Là, on est sur un mythis qui est là depuis 94. Voilà, il est sur 5 mètres carrés. Hein, et là, j'ai envoyé cette photo et tout le monde est surpris de ça. Le mythis, Philostachys mythis, viridis, sans doute. Pourquoi cette couleur? Super pâle, ouais. Bleuté, ouais, un bleu-gris. Et les gens sont épatés, alors que moi, en fait, j'ai jamais fait attention les années passées si c'était comme ça, vraiment. Intéressant. Intéressant. Alors, et là, il a... En fait, ça, on est sur la jeune. Ah, ben c'est les jeunes pousses, là. La jeune pousse, et puis celle-ci... Est-ce qu'ils vont... Bon, bah, alors, là, c'est pareil. Moi, j'ai des Viridis mythis avec des turions qui sortent à des dates bizarres. J'en ai qui sortent au mois de novembre. Ouais. Et ça, je vais quand même vous montrer le nidularia. Hein. Ouais. Pour moi, le nidularia, c'est ce bon bambou en bouquet, comme ça. Oui. Voilà. Et il peut faire 32-35 degrés. Et il reste comme ça. Il reste comme ça. Bon, il faut dire la vérité aussi. Vous voyez, le Viridiclocessor dans le milieu, là, et le nidularia. Ouais. Bon, la vérité, c'est que il reçoit plus d'eau par rapport au tunnel. Qui ramène de l'eau. Mais malgré tout, vous voyez, c'est incroyable. Ouais. Mais par contre, je me souviens d'une année où il a fait très froid. Et il y a eu très froid, et il y a eu toutes les feuilles sont tombées. Alors, je ne sais plus quelle année c'était. Et effectivement, ça fait partie des bambous qui peuvent être un peu gélifs. En 2 ans, il s'est refait une santé à partir des nouveaux chaumes. D'accord. C'est vrai que ça fait très tropical comme ensemble. Là. Et en plein été, moi, voilà, c'était un endroit qui me rassure tout le temps. Donc c'est là où, au fur et à mesure où on vous accompagne, on se rend compte qu'il y a les 100 variétés. Voilà. Je parlais de transparence. Voilà, le Fastuosa, là. Superbe. Sauf qu'il y a des nouvelles pousses cette année, là. Ouais. Et en fait, le Fastuosa, on en parle très peu. C'est un très beau bambou. Très beau bambou. Très résistant, qui, chez moi, n'est pas envahissant, mais qui l'est, je sais, dans certains jardins. Donc transparence, on en venait, c'est que ça, vous aimez ce pays, ce côté. C'est oui, de se dire qu'il y a un paysage derrière et ça vient. Inciter la personne à aller voir derrière. Voilà, c'est le principe du jardin. C'est même sur un petit jardin, si vous créez du relief et que vous créez des cheminements sur un jardin de 20 arts, vous pouvez avoir l'impression qu'il fait 1 hectare, pour un peu qu'il soit bien dessiné. Oui, c'est ça. Et si vous arrivez dans le jardin en ayant l'impression de tout voir dès le premier pas dans le jardin, ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, c'est. Oui, je suis absolument d'accord. Créer des alcôves. Donc là, le cheminement, il a été créé là quand même. C'est pareil, j'interviens pas. Hein. C'est vrai. J'interviens pas. Sauf que quand j'ai quelqu'un avec une. Oui. Bon, d'accord. Une chaise roulante, mais des béquilles. Ça, c'est mon retournant d'use, hein, avec mes 10 ou 12 variétés à l'époque dans le coffre de l'Audi. La volonté d'avoir de la transparence dans les bambous fait que ma femme, quand même, de sa petite scie de 1 cm. Voilà. Hein, c'est du boulot. Mais ça, c'est rien, c'est un détail, pas parce qu'on coupe. Donc, forcément. D'accord. Donc c'est quand même, il y a une recherche d'aération effectivement, et ça aide les bambous. Et puis tout ça, c'est vraiment du carbone. Oui. Ça peut être là 10 ans avant que ça disparaisse, plus que ça. Oui. Et donc, je vais vous montrer un peu plus loin la pérennité des chaumes. Ça, c'était les chaumes qui étaient déjà quasiment morts dans les massifs, qui n'étaient pas beaux. Mais comme on recherche l'aspect, on a envie que les massifs... parce qu'il y a des gens qui ont des bambous dans le jardin, ils savent à peine qu'ils ont des bambous, tellement on ne les voit pas. Hein, et ça cache ces côtés occultants, mais en plus, on n'a pas le plaisir de les voir parce qu'on les oublie. Alors que si on les travaille... donc travailler, on coupe régulièrement, une tige sur deux. Et donc ces cannes qui étaient déjà pas belles, il faut savoir que c'est là depuis plus de 15 ans. Ah oui. Hein, bon, il faut que ça respire derrière. Hein. D'accord. Hein, n'importe quel bois, s'il respire, il est pérenne. D'accord. Oui. Voilà. Donc en fait, il y a deux sections de bambou. Il y a deux lignes. En fait, là, j'ai créé des panneaux. J'ai créé des panneaux au sol, qui faisaient 3 mètres de long à peu près. D'accord. Et hop, je les ai montés. Et comme déjà, excusez-moi, dans le mur, il y avait déjà des crochets qui étaient là. D'accord. D'accord, ok. Hop. Voilà. Et le mur derrière, mais il faut que ça respire un peu. Ah oui, c'est ça. Donc les panneaux étaient faits au sol. Voilà. Et j'essaie, hop, on les a mis en face le mur et on les a plaqués. Ils sont légèrement protégés là. Ils sont orientés nord. Ceci, on n'a jamais rien mis dessus. Hein. 15 ans
Oh bah largement. Et ils sont totalement à l'ombre et ils sont à bougent l'ombre, pas, oui, quoi. parce que les arbres ont poussé. Ici, il n'y avait absolument rien. Hein. Ouais. Donc, alors voilà un bambou, ici, le violacens, là, dont on dit qu'il est très envahissant. Ben, c'est vrai que moi, je n'étais pas... En fait, c'est un peu vrai, hein, parce qu'ils étaient installés là au début. Sauf que le résineux et puis l'arbre ici a fait qu'ils ont pris le dessus sur le violacens, malgré tout. Et ils sont venus là. Mais ils sont là depuis au moins 15 ans, là. Et ils se développent pas plus que ça, quoi. Et la méthode, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple. Aux yeux de certains, ça ne va pas être simple. Mais ici, là, j'ai l'exemple ici. Venez voir là. Parce qu'en fait, ils sont arrivés là quand même, il faut le dire. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Là, tout de suite, on marchait quand même sur du rhizome. On le voilà. sent. Ben, tiens, venez voir ici, là. Bon, ça, c'est du fortunéi, aucun rapport. Il y a le violacens qui est là. Parce que j'ai accepté qu'ils viennent là. Ouais. Là, j'ai dit, Coco, il ne faut pas que tu viennes là, le long de la maison. Voilà. Donc, vous voyez ce que je fais là? Vous voyez un rhizome là, ici là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Eh bien, rhizome, vous voyez, hein, avec des yeux là. Ouais. Vous voyez? Donc sur 20 cm, bon voilà, d'ailleurs j'ai cru voir qu'il semblerait que les rhizomes des violacens soient superficiels, mais ça c'est vrai de tous les bambous à mon avis. Et donc si vous coupez un rhizome qui s'échappe de la tale initiale, on va dire, s'il n'y a pas de développement de turions et de feuilles sur la partie séparée, évidemment le bambou va disparaître. D'accord. Mais est-ce que l'on peut dire que de ce nœud-là, il y a quand même de grandes chances, si on ne fait rien, que ça reparte. Bon, en fait, mais il va repartir une fois, deux fois, mais il va pas être nourri, donc il va disparaître. D'accord. Si vous avez un bambou... Le seul problème du bambou et de l'envahissement, c'est si vous avez un joli rosier à 1 mètre d'un bambou, ça va être difficile à vivre. Hein. Ça va être impossible même. Mais si vous avez un bambou que vous voulez voir disparaître complètement, ça va peut-être prendre 2 ou 3 ans, mais si vous coupez toutes les parties aériennes, s'il n'y a pas de photosynthèse, je ne vois pas comment un rhizome peut survivre. D'accord. Alors, ça demande un peu de boulot, mais beaucoup moins que de faire venir une pelleteuse et retirer tout le rhizome. D'accord. Parce que ça, c'est la cata. Hein. Donc j'ai cette expérience chez moi. Vous recommandez de couper les parties aériennes sans chercher à retirer les rhizomes. Oui, qui disparaîtra bien évidemment, parce que je fais ça depuis des années. D'accord. Bon, maintenant, ça, c'est mon expérience. Ouais. Moi, la maison, elle est là depuis tout le temps. Les bambous sont là depuis 30 ans. À la limite, je pourrais être plus embêté par le fortuny, parce que si on cherche, là, vous voyez, j'en trouve un peu. D'accord. Bon, maintenant, je les coupe parce que je tiens trop à ces plantes-là, donc je me donne l'astreinte de faire ça, et ça ne me fait pas trop peur, je crois que je vais y arriver. Mais c'est vrai que le petit bambou, c'est plus difficile à maîtriser. D'accord. Voilà. Que les gros. D'accord. Alors, et donc l'action de la pelle, comme je le vois, où ça a été un peu cerclé ici, suffit. Là, je le fais, je le fais même pas tous les ans. Je vois que si je vois qu'il y a un risque. Oui, parce que là, moi, tout de suite, je me dirais, oh, là, mais je vais vous dire franchement, il y a 2 ans, j'avais quelques turions qui sortaient là. Ouais. Donc j'ai fait l'effort de faire ça un peu partout là. D'accord. Et pour l'instant, je maîtrise. D'accord. Sauf que quand j'aurai 85 ans, ou même avant, peut-être dès l'année prochaine, je ne sais pas. Okay. Alors, je vais vous montrer la floraison qui pose le plus de problèmes là, en ce moment. Et là, on peut voir des graines de bambou sans difficulté. On les voit là déjà, là en haut. Là. Ah oui. Hein, les nonis. Ça, c'est le bambou, je l'ai que dans cet endroit-là, c'est le bambou décora. C'est un très beau bambou, mais là, il ne se plaît pas, il n'a jamais été très beau. Et je regrette de ne pas l'avoir mis ailleurs. Donc là, sur, je ne sais pas, hein, peut-être 200 mètres carrés, j'en sais rien. Donc j'ai implanté des énonis. Tiens, ben voilà l'endroit où j'avais mis des lotus. D'accord. Dieu sait que c'est l'endroit où... Oui. Hein ben, zéro patate. J'ai pas recommencé, parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai peut-être... Si jamais les lotus sont aussi envahissants qu'ils peuvent l'être quelque part, ça, bon. Et pour la première fois de ma vie, à mon âge, j'ai réussi une jachère fleurie. Ce que j'avais jamais réussi à faire avant. C'est marrant. On m'a vendu de la graine avec un mycorhize. C'est incroyable. Incroyable la levée qu'il y a eu. Ouais. Mais comme quoi les champignons, c'est... Ah ouais. J'ai vu qu'il y avait du taxodium aussi. Taxodium, une plante... souvent, je dis aux gens, si vous avez un jardin, quel que soit votre jardin, même s'il n'est pas humide, mettez un taxodium. Ah, même s'il n'est pas humide? Oui, parce que j'en ai mis exprès dans un endroit pas possible. D'accord. Il devient moins gros, mais la colorie de l'automne, tout ça, pour moi, il n'y a pas photo.
Oh, ça me fait penser que j'ai pas nourri mes canards ce matin. Ah. C'est étonnant qu'ils me courent pas après. Enfin, ils vont nous courir après alors. Donc on recherche un peu de décor avec le bambou, on joue quand même avec, on a là... Oui, ça vieillit pas tout plus ou moins très bien. Hein, ouais, mais ça dure beaucoup, ça dure longtemps, c'est fait depuis longtemps ça. Même du miscanthus mis comme ça dure des années et des années. Mais donc ça respire, c'est du miscanthus chinensis. C'est incroyable, hein, comme ça peut tenir longtemps. Hein. Alors là, de mémoire... Il y a un belvédère. Voilà. Excellent. Et donc là, c'est ma petite observatoire que j'ai fait il y a quelques années. C'est géant. Voilà. C'est géant. Donc observatoire pour venir voir les oiseaux, venir voir la vie ou juste se poser. Et puis... Jamais, parce que je suis tout le temps toujours... Là, j'ai un hamac, même deux hamacs, mais j'ai dû venir une fois cette année. Mais bon, voilà, c'est un endroit, j'ai un bon souvenir. J'ai vu un oiseau cet hiver, là, c'était au mois de décembre, que j'avais jamais eu avant, même dans le marais. D'accord. Qui n'est pas très rare, mais que j'avais jamais eu moi. C'était un mâle morillon qui était devant moi, là, posé sur l'eau. Ben, voilà, c'est ça, c'est tout. Et puis, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai pas de plante extraordinaire, mais j'avais surtout envie que le jardin s'inscrit dans son... Puisque j'ai ramené ici que des essences que quelque part on peut voir partout. J'avais vraiment envie que cet endroit s'inscrit dans le milieu naturel présent autour. Vous voyez ce que je veux dire derrière là? Oui, hein, ouais, carrément. C'est-à-dire que je voulais une continuité entre le jardin, voilà. Alors je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire. Là c'est un endroit que j'ai fait. Waouh. C'est mon petit banc là, et là ce qui est intéressant, là, c'est tout ça là. C'est le Sasa nebulosa, qui fait 2 mètres de haut, complètement grillé. J'ai tout coupé à l'automne, même là j'ai fait un tas, j'ai brûlé là, je suis pas très fier, j'ai brûlé, j'ai récupéré les cendres que j'ai mis là, il y en avait un paquet. Ouais. Et incroyable, c'est bien mieux qu'avant. C'est magnifique. Ouais, bien mieux qu'avant. Magnifique. Et attention à vos têtes. Hein. Ouais. Et donc c'est un petit banc avec une petite table. Oui, mais j'ai fait ça là il y a quelques semaines avant rendez-vous au jardin. Et moi je me dis, les gens qui arrivent là, avec mes petites salicaires. Hein, exactement. Hein, avec ce que vous voulez. Exactement. Hein. Ouais, mais le taxodium, c'est pour ça que je dis, mettez le taxodium. C'est extraordinaire. À l'automne, quand tout tombe au sol, ça fait un mulch rouge, là, c'est magnifique. Et, mais même la croissance, on en a planté également chez mes parents. Il fait des pousses. Wow. Là, on est dans une zone où j'ai plusieurs bambous nains. Hein, ça va du Vagan, Kumesaka, il y a du l'Albostriata ou Fortunei. C'est des bambous qui naturellement montent à 1 mètre, 1 mètre 50, mais qu'on peut tailler à la hauteur voulue. D'accord. Comme une plante de haie, quoi. Comme une plante de haie. À la hauteur, presque n'importe quand de l'année, l'idéal c'est comme au mois de mars. Donc vous allez vous retrouver avec une biomasse, ça crée une biomasse incroyable qui peut vous servir de paillis. Je m'en sers énormément comme paillis. Le côté envahissement des bambous moyens, il est réel. L'idéal, c'est quand même de planter ça à côté d'une zone engazonnée, d'une largeur suffisante pour que le bambou ne puisse pas s'installer trop loin. Pas s'installer parce que la tonte régulière... Parce qu'il y a une tonte qui fait, voilà. Alors, il ne faut pas mettre un rosier à côté d'un... Sachant qu'ici, là, sur tous les bambous que vous avez vus, j'ai aucune barrière anti-rhizome. Hein. Ah oui, d'accord. Donc la maîtrise se fait par l'implantation loin d'autres essences et puis par la tonte, quoi. Hein. D'accord. Donc là, une autre variété. Donc là, on était sur un... Là, on est sur du Kamezaka et là, c'est du Vagan. Hein. Du Vagan, d'accord. Vagan. Là, c'est mes petites pneumatophores. Ah oui. C'est un peu ridicule, mais bon. Non, elles sont très belles. Je suis content parce que ça interpelle les gens. Déjà, je trouve ça fabuleux. Et puis avec le taxodium au-dessus. Ouais. Fascinant cette plante. Voilà. Puis là, j'aime bien faire passer les gens. Je reçois pas mal les gens de retraite, tout ça. L'autre jour, j'avais 10 personnes là. En déambulateur. Et exprès, on les a passés là. Alors, c'était un peu la découverte. Puis il y a une odeur qui se dégage. D'accord. On est d'accord qu'il y a une odeur qui se dégage. Et ça, c'est pas, je sais pas si ça va être le cas là. Donc tout ça, c'est du Vagan. Ah si. Alors je les taille. Si, on sent l'odeur. C'est presque une odeur citronnée. Ah, et l'odeur qui se dégage là. Mais ouais, c'est fabuleux. J'avais jamais remarqué ça. C'est vrai? Ah ouais. Je suis content. Parce que moi, je dis, comment c'est-il qu'on parle jamais de cette odeur? Alors moi, je dis souvent,
Moi, c'est limite à mon nez. Quand je suis passé, je me suis dit, il y a un jasmin pas loin. Ouais, il y a un peu ça, oui. Yeah. Ouais. Et là, c'est pas très marqué. Hein. Il y a des jours, c'est. Ouais, tout à l'heure, quand on est passé, c'était plus marqué. Beaucoup plus marqué que ça. Parce que là, je vais vous dire franchement, je l'ai pas senti. Hein. Mais il y a des jours, c'est vraiment très marqué. Ah ouais. Et donc un lit de bambou. Oui, enfin, bon, non. Là, le drap s'est envolé. Non, mais il faut essayer d'être un peu original. Ouais, c'est carrément. C'est carrément. Mais c'est une mise en scène superbe. Hein. J'adore. Voilà un chêne vert. Parce que là, ici, quand on est arrivé ici, en 87, il faut imaginer qu'ici, là, c'était un barbelé sur des piquets de châtaignier. Il n'y avait absolument rien du tout. Hein, rien. Et donc, ça, c'est le premier chêne vert que j'ai planté, que j'avais pris chez Yves d'ailleurs. Ouais. Un petit conteneur. Ouais. Et voilà, quoi. Vous voyez le paillis, là? Là, ça fait un passage, je ne sais pas si vous avez vu, quand vous marchez, je laisse au sol. Je laisse. Et donc, ça étouffe les herbes indésirables, on va dire. C'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Donc, ouais. Non, mais vraiment, ça fait un côté tropical. Puis d'avoir cette fenêtre, en fait, comme ça, sur les... c'est vrai, hein, on voit là, juste au-dessus du toit. Grâce à la pente du terrain aussi. Grâce à la pente du terrain, voilà. Exactement. Qui me posait problème, mais en fait, après coup, je me suis dit, cette pente du terrain que je croyais qui me gênait, finalement non, parce qu'elle va me créer un relief dans le... Bon bah voilà, c'est une très bonne conclusion. Ce n'est pas qu'un jardin de bambou, c'est également un parc paysager. Marc et Brigitte ont créé des étangs, ont créé du relief. Voilà, c'est absolument magnifique. Et on vous encourage à venir. Alors, c'est ouvert de quand à quand? C'est ouvert surtout en nous prévenant. D'accord. Vous trouverez Jardin de Beaumont. Jardin de Beaumont. Et donc, il faut téléphoner avant. Et on pourra... passer une bonne demi-journée à partager, à échanger. Oui. Et à partager, voilà, des envies le jardin, c'est un partage. C'est un partage. Et effectivement, j'ai vu des gens venir dans le jardin en me disant, en repartant, je comprends pas, pourquoi est-ce que vous gardez ça pour vous? Mais je dis, ça n'a aucun intérêt d'avoir un endroit comme ça et de ne pas le partager. C'est peut-être le seul intérêt de l'endroit, c'est de pouvoir le partager. Je suis tout à fait d'accord. C'est la force d'un jardin, c'est de pouvoir échanger, partager. Échanger l'expérience de chacun, parce que j'ai tout à apprendre. J'ai beau être dedans tout le temps, j'ai plein de choses qui m'échappent. Et voilà. Voilà, et on conclut toujours nos émissions par jardiner bien. Donc voilà. C'est le mot de la fin. Un grand merci, Marc. Voilà. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre thème, inspiration, où ce sera un nouveau jardin, une nouvelle mise en scène. Et tout ça, c'est pour vous donner des inspirations. Jardinez bien.